C'est bon? Donc, on continue, s'il vous plaît. Bien. Donc là, c'était pour l'évaluation du niveau d'activité de la polyarthrite après avoir fait le tour d'horizon sur la manière de faire le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde. On est sûr qu'on est devant une polyarthrite rhumatoïde. Maintenant, avant d'entamer le traitement, il faut qu'on sache à quel niveau d'activité est cette maladie. Ça va nous aider dans l'attitude thérapeutique. Voilà. Donc, il y a le niveau d'activité et aussi, on va voir tout à l'heure les critères de rémission pour savoir à quel moment on peut dire que c'est une maladie qui est en rémission ou pas. Bien. Maintenant, avant d'entamer le traitement, donc il faut faire bien sûr, il faut avoir une petite idée sur les principaux diagnostics différentiels de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, cette slide vous montre donc très explicitement comment on fait le diagnostic différentiel quand on est devant une atteinte monoarticulaire. C'est très rare donc d'avoir une atteinte monoarticulaire dans la polyarthrite rhumatoïde, mais il faut penser d'abord, il faut éliminer tout ce qui est infectieux et tout ce qui est métabolique. Quand on est devant une atteinte oligo- ou polyarticulaire, donc il faut éliminer tout ce qui est infectieux, les autres connectivités telles que la sclérodermie, le lupus, il faut éliminer la goutte, la chondrocalcinose, la spondylarthrite, etc. Voilà, donc ça c'est très rapidement pour le diagnostic différentiel. Maintenant, quels sont les facteurs pronostiques ou prédictifs d'une mauvaise, donc de la sévérité de la maladie? Quels sont les facteurs qui peuvent nous dire c'est une polyarthrite rhumatoïde qui est sévère? Donc il faut aller vite, il faut aller de manière agressive, il faut entamer un traitement de manière agressive. Alors ces facteurs sont d'abord quand vous voyez que c'est une maladie qui est active et qui est définie par un score DAS28, comme on vient de voir, supérieur à 3,2. Ça, de manière prolongée et persistante. Ça veut dire que c'est une maladie qui est sévère. Quand vous avez un syndrome inflammatoire très intense, ça veut dire que c'est prédictif de la sévérité de la maladie. Si vous avez les facteurs rhumatoïdes qui sont positifs et surtout les anti-CCP aussi qui sont positifs, ça aussi, c'est un signe que c'est une maladie sévère. Quand vous avez la présence d'érosion sur la radiographie, quand vous avez un niveau d'activité ou d'handicap fonctionnel très sévère, supérieur ou égal à 0,5, quand vous avez des manifestations extra-articulaires associées à l'atteinte articulaire, ça aussi, c'est stigmate de la sévérité de la maladie. Et bien sûr, quand vous êtes en face d'un malade, en plus de sa polyarthrite rhumatoïde, il a des comorbidités et surtout une comorbidité cardiovasculaire où il a des antécédents tumoraux ou bien infectieux. Là aussi, donc, c'est stigmate de la sévérité de la maladie. Donc, qu'il faudrait prendre en considération avant d'entamer le traitement. Voilà. Donc, le traitement. Le traitement, c'est un traitement, il doit être, c'est pas un traitement qui est stéréotypé, une ordonnance pour tout le monde. Non, un traitement, il doit être personnalisé. Chaque malade est un cas. Chaque cas a son traitement à lui. Donc, pour cela, il faut vraiment faire le point chez lui. Donc, il faut que ce soit un traitement personnalisé, adapté, le plus précoce possible, et il faut impliquer les autres spécialités. Ensuite, ce qu'il faut apprendre, c'est qu'il faut informer le malade. C'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Si le malade n'est pas informé de sa pathologie, donc si le malade ne sait pas ce qu'il a, s'il ne connaît pas les complications de cette atteinte, il ne pourra pas, donc vous ne pourrez pas avoir des résultats sur le traitement. Donc, il faut impliquer le malade, il faut l'informer, il faut l'éduquer, ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Alors, nous avons trois objectifs pour le traitement. Soulager, donc il y a la douleur, donc il faut soulager et lutter contre la douleur. Ralentir l'évolution de la maladie, c'est-à-dire avoir dans un laps de temps très court, arriver à la rémission. Il faut maintenir la fonction articulaire et pour qu'il y ait une insertion de ce patient dans son domaine professionnel et bien sûr prévenir les déformations qu'on vient de voir. Voilà. Donc, tout ça, je l'ai dit. Alors, pour freiner et pour arriver à ces trois objectifs, on doit s'aider de trois armes thérapeutiques. Le 1, c'est un traitement symptomatique qui agit rapidement dans le temps, ce qu'on appelle le traitement symptomatique. Et de 2, le traitement de fond qui prend beaucoup de temps pour agir, c'est un traitement retard qui prend pratiquement 2 à 3 mois pour agir. Et bien sûr, un troisième traitement qu'on appelle un traitement biologique. On va voir ces trois armes. Alors, d'abord, le traitement que vous connaissez tous, le traitement symptomatique qui lutte dans un délai très immédiatement ou dans un délai très bref contre la douleur,
c'est quoi? C'est les antalgiques, les anti-inflammatoires, la corticothérapie, le traitement local, c'est-à-dire on fait des infiltrations quand il y a une atteinte articulaire, c'est l'utilisation des orthèses et les règles d'économie articulaire, c'est la kinésithérapie, la rééducation fonctionnelle, la physiothérapie. Tous ces traitements-là permettent donc d'obtenir un résultat dans un délai très bref, mais ils sont que symptomatiques, c'est-à-dire ils ne luttent que contre la douleur, c'est pas pour contre la maladie. Voilà. Et vous avez les autres traitements chirurgicaux, information du patient, l'utilisation ou le soutien psychologique. Il faut toujours s'aider d'un psychologue parce qu'il s'agit d'une maladie chronique qui a un retentissement, un impact sur le psychologique. Et bien sûr, le rôle des infirmiers est très important. Voilà. Mais dès que le diagnostic de la polyarthrite rhumatoïde est certain, il faut débuter le plus tôt possible un traitement de fond. Il y a certains auteurs qui préconisent même de commencer le traitement, même si on n'est pas très sûr du diagnostic. Voilà. Alors, deuxième volet du traitement, c'est le traitement de fond. Les caractéristiques de ce traitement de fond, c'est qu'ils sont efficaces, mais ils ont une action retardée. Voilà, il doit être prescrit le plus tôt possible, en association avec le traitement symptomatique qu'on vient de voir. Quels sont ces traitements de fond? Alors, vous avez des anciens comme vous avez des nouveaux, enfin, les plus utilisés actuellement. Alors, les anciens qu'on ne les utilise plus, c'est par exemple le sel d'or, la locrésine qu'on utilisait autrefois, mais on ne les utilise plus actuellement. Il y a l'hydroxychloroquine qu'on connaît très bien, le plaquenil. Qui ne connaît pas le plaquenil à l'ère du Covid? Le plaquenil qu'on utilise dans la Covid. C'est un traitement, c'est un ancien traitement qu'on utilise dans la polyarthrite rhumatoïde. La salazopyrine aussi, on peut l'utiliser. Le méthotrexate, c'est le traitement de référence. Et vous avez le luflunomide ou la rava qu'on peut donner donc en association ou seul. Voilà donc de façon très brève les traitements de fond qu'on peut utiliser. Mais à l'heure actuelle, le traitement de référence, c'est le méthotrexate. Alors, le méthotrexate, donc je vais m'attarder sur ce traitement. Le méthotrexate, c'est un immunosuppresseur. Il existe deux formes. En forme en comprimé, c'est des comprimés à 2,5 ou bien des formes injectables qui peuvent aller de 10 à 15 à 20, des injections en sous-cutané. Donc, les injections sous-cutanées, on peut les utiliser quand on arrive à une dose de plus de 15 mg. Quand on arrive à une dose, donc au-delà de 15 mg, de préférence, il faut utiliser la forme injectable qui est la plus efficace que la forme comprimée. Alors, le méthotrexate, selon les recommandations, on commence par 10 mg. C'est une prise, une prise par semaine. Une prise par semaine qui est suivie 48 heures après par l'acide folique. Donc, cette prise par semaine, donc on va commencer par 10 mg. Ensuite, tous les 3 mois, on fait une évaluation et on voit est-ce qu'on peut rajouter et on peut aller jusqu'à 20 mg par semaine. Et je vous ai dit, quand on dépasse 15 mg, de préférence passer de la voie orale à la voie injectable. Et les effets secondaires, c'est les effets hépatiques et rénales. Voilà. Et hématologiques. C'est pour cela qu'il faut faire une surveillance importante, une surveillance tous les mois pendant les 3 premiers mois, ensuite tous les 3 mois. Alors, tous les mois pendant les 3 premiers mois, qu'est-ce qu'on demande? On demande la formule, je parle du bilan thérapeutique. Une formule, un bilan hépatique et un bilan rénal, et bien sûr l'AVS et la CRP pour voir l'inflammation, pour essayer de calculer le DAS28 pour voir s'il y a une amélioration ou pas. Voilà. Ensuite, il y a la panoplie de la biothérapie qui est à l'ère, on est à l'ère des biologiques. C'est quoi les biologiques? Les biologiques, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait exprès de vous parler de l'immunité, de l'auto-immunité, parce que je vous ai dit qu'il y a des cytokines pro-inflammatoires qui sont donc sécrétées de manière très accrue au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Ces cytokines, lesquelles? C'est l'IL1, l'IL6, le TNF-alpha et certaines d'autres molécules qu'on va pas trop, parce que ça relève de la spécialité, pour ne pas trop vous bourrer l'esprit. Donc, il y a surtout ces trois molécules qui sont sécrétées de manière très exagérée au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Donc, qu'est-ce que les savants ou les chercheurs, qu'est-ce qu'ils voulaient créer des molécules qui vont
vont aller directement à l'encontre de ces molécules, ce qu'on appelle des biologiques. C'est vraiment ce qu'on appelle une thérapie ciblée. Elle cible ces molécules. Donc, pour aller à l'encontre de l'ILA, ils ont développé une molécule qu'on appelle un anti-ILA. Pour aller à l'encontre du IL-6, ils ont développé une molécule qu'on appelle un anti-IL-6. Et pour aller à l'encontre du TNF-alpha, ils ont développé beaucoup de molécules qu'on appelle les anti-TNF-alpha. Voilà ce qu'on appelle les biologiques. Bien. Alors, c'est biologique, donc c'est des anticorps monoclonaux aux récepteurs solubles qui bloquent le TNF-alpha. Et vous avez des exemples. On a par exemple Remicade, Lumera, Lambrel et certains d'autres anticorps anti-CD20 tels que le rituximab, etc., etc. Et la liste, elle est très longue. Donc, c'est des molécules qui sont ciblées contre les cytokines ou les molécules pro-inflammatoires qui sont synthétisées de manière très accrue au cours de la polyarthrite rhumatoïde et qui sont appelées la thérapie ciblée. Voilà. Donc, l'efficacité et la sécurité donc, de ces molécules ont été démontrées, qu'ils soient utilisés seuls ou bien en association avec le méthotrexate. Mais il faut savoir que ces biologiques ne sont initiés et surveillés que par des spécialistes, surtout par des rhumatologues. Voilà. Les complications, donc c'est la tuberculose, les infections graves, parfois elles sont mortelles, des infections opportunistes, des réactions allergiques et aussi une aggravation, par exemple, d'une insuffisance cardiaque qui était au préalable. Au préalable. Voilà. Donc, les biologiques, donc je vous ai dit, voilà, cette slide, c'est pour juste vous donner un aperçu sur le coût annuel de ces biologiques pour vous dire que c'est des biothérapies qui sont très chères et qui demandent donc un budget donc assez conséquent au niveau hospitalier pour essayer donc d'aider ces malades. Voilà. Donc, la stratégie thérapeutique, elle est très simple et je vous ai montré ces slides, donc ça vous dépasse. C'est juste pour vous dire que les recommandations, elles sont très rigoureuses par rapport à l'utilisation des traitements de fond et des biologiques. Vous allez me poser la question, quand est-ce qu'on va utiliser le traitement de fond? Quand est-ce qu'on va utiliser le biologique? Alors, les traitements de fond, on les utilise en premier lieu. Et si vous avez des facteurs de risque d'emblée, vous pouvez utiliser les biologiques en premier lieu. Sinon, donc, vous voyez, donc, vous faites une évaluation tous les 3 mois pour voir est-ce que le malade, il répond ou il ne répond pas. S'il répond, vous continuez. S'il ne répond pas, vous passez à notre traitement de fond ou bien vous passez à un biologique. S'il est sous biologique, vous faites toujours une évaluation et vous voyez si après 1 mois, à 2 mois ou à 3 mois, il répond bien, donc vous le gardez sous le même biologique. Sinon, vous changez ce qu'on appelle le switch. Vous switchez vers un deuxième biologique et dans certaines situations, on peut aller même vers un troisième biologique. Pour vous dire que la stratégie thérapeutique, elle est bien codifiée et c'est en fonction donc du niveau d'activité du malade et tous les armes thérapeutiques, alhamdoulilah, ils sont disponibles en Algérie, surtout en milieu hospitalier. Voilà donc pour vous dire, là, à la phase 1, quand la polyarthrite rhumatoïde, elle est certaine, donc il faut utiliser le méthode, je vous ai dit, les deux références, plus ou moins le traitement symptomatique et plus ou moins les autres, soit seuls, soit les autres traitements de fond, ce qu'on appelle la combothérapie, et vous faites une évaluation à 3 à 6 mois. S'il répond, vous continuez. S'il ne répond pas, vous passez à la phase 2. Alors, c'est quoi la phase 2? La phase 2, c'est quand le malade ne répond pas ou il y a une réponse insuffisante ou bien un effet secondaire ou bien il y a la présence de facteurs de mauvais pronostic que je viens de vous montrer tout à l'heure. Donc, vous passez directement au biologique. Donc, s'il répond, vous gardez le même traitement. S'il ne répond pas, vous passez à d'autres traitements, ce qu'on appelle la phase 3, etc., etc. Pour vous dire que vraiment, la prise en charge de la polyarthrite rhumatoïde, c'est l'une des prises en charge qui est la plus codifiée dans tous les autres des autres rhumatismes inflammatoires chroniques. Voilà. Très bien. Donc, en conclusion, je finirai par dire que la polyarthrite rhumatoïde, donc je viens de dire que c'est un rhumatisme inflammatoire chronique le plus fréquent. L'invalidité fonctionnelle est encore souvent rencontrée, surtout quand le diagnostic et la prise en charge n'est pas précoce. Que la compréhension de la physiopathologie, bien que très complexe, est en constante évolution, étant en parallèle vers une meilleure prise en charge. Et cela donc est facilité par la meilleure connaissance des mécanismes physiopathologie et aussi par le développement
développement de nouvelles molécules que je viens de vous montrer, ce qu'on appelle la thérapie ciblée. Et qu'un diagnostic est de mise en place, donc est une mise en place de traitement de façon très précoce freine significativement l'évolution de la pathologie et qui permet une amélioration de la qualité de vie, bien sûr, des patients avec un objectif. L'objectif du traitement, c'est d'obtenir la rémission dans un délai très court pour éviter les déformations et les invalidités. Voilà, donc je vous remercie. J'ai terminé. S'il y a des questions avant qu'on entame les 40 minutes, y a-t-il des questions dans la salle? Allô, allô? Il y a des questions dans la Docteur, salle? Anam, oui, dites-moi. euh, docteur, comment on peut faire la différence entre la polyarthrite rhumatoïde et le lupus erythémateux systémique cliniquement? Cliniquement, alors, cliniquement, comment vous faites ça? Ce qu'on appelle les critères, je vous ai dit qu'il y a des critères, alhamdoulilah, on est à l'ère où il y a des critères diagnostiques. Il y a des critères diagnostiques de la polyarthrite rhumatoïde et des critères diagnostiques du lupus. Alors, le lupus, ce qui est le plus, sur le plan, pour vous faciliter la tâche, je ne vais pas vous dire apprenez les critères diagnostiques, mais dans le lupus, il y a ce qu'on appelle des signes cutanés qui sont pathognomoniques du lupus, ce qu'on appelle le rash malaire. Il y a ce qu'on appelle le masque en loup que vous voyez au niveau du visage, cette érythrose, cet érythème que vous voyez au niveau du visage, cette atteinte cutanée au niveau du col, etc. Et aussi, ce qui est important dans le lupus, c'est que le lupus ne donne pas de déformations importantes qu'on voit et des déviations qu'on vient de voir au cours de la polyarthrite rhumatoïde. L'atteinte articulaire, elle n'est pas importante que celle qu'on voit au niveau de la polyarthrite rhumatoïde. L'atteinte la plus prédominante au niveau du lupus, c'est surtout l'atteinte cutanée. C'est bon? Oui, docteur, merci beaucoup. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions? Allô? Il y a d'autres questions? Professeur, il y a des questions dans la boîte de discussion, si vous pouvez les lire. Attendez, la boîte de discussion, vous me dites, je la trouve où cette boîte de discussion? Plus, alors conversation, je la trouve où cette boîte de discussion? هاي تحت Je l'ai- professeur وين participants discussion تحت كيما قدام l'écran partagé. Mettre le partage, annoter. C'est annoter, il y a. Attendez, Je peux vous lire. attendez. Mettre. Non, 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 je la trouve pas. Contrôle à distance. Non, non, il n'y a pas. Je vous lis donc. Oui, ça, allez-y. Pour me faciliter la tâche, lisez-moi, oui. Docteur, est-ce qu'une tuméfaction non douloureuse, non déformative des articulations intraphalangiennes proximales, seule chez une personne âgée, peut nous orienter vers le diagnostic d'une polyarthrite rhumatoïde? Non, non, non. Non, c'est pas possible. C'est pas possible parce qu'il y a beaucoup de diagnostics différentiels. Une tuméfaction qui n'est pas douloureuse et une seule, je vous ai dit, l'atteinte monoarticulaire, elle est très rare au cours de la polyarthrite rhumatoïde, surtout chez le sujet âgé. Donc, par contre, chez le sujet âgé, une atteinte monoarticulaire non douloureuse, ça nous ferait plutôt penser plutôt vers le dégénératif, vers l'arthrose que vers l'inflammatoire. Parce que l'inflammation, le plus souvent, elle est douloureuse. C'est ça qui fait la différence entre le dégénératif et l'inflammatoire, c'est que la tumifération, elle est indolore au cours du dégénératif, sauf s'il y a une réaction, et elle est douloureuse au cours de rhumatisme inflammatoire. C'est bon? Oui, c'est bon. Il y Oui, a d'autres questions. deuxième question, oui, allez-y. Est-ce qu'il y a une relation entre la goutte et la polyarthrite rhumatoïde? Non, il n'y a pas de relation. La goutte, c'est un rhumatisme métabolique. Il y a des cristaux d'hydroxyapatite dans l'articulation. C'est ça qu'on appelle le rhumatisme, le chondrocalcinose ou la goutte, ce qu'on appelle le rhumatisme métabolique. Il y a des cristaux, dans l'articulation. Alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, la physiopathologie est différente.
Rhumatisme inflammatoire chronique comme la polyarthrite rhumatoïde est une pathologie auto-immune. Je vous ai dit, c'est une maladie systémique auto-immune. La physiopathe est très différente de celle de la goutte qui est métabolique. C'est l'accumulation des cristaux dans l'articulation, qu'elle soit d'hydroxyapatite ou d'autres cristaux, que ce soit de la chondrocalcinose ou de la goutte. C'est un autre volet de rhumatisme qu'on appelle métabolique. D'accord. Allez, oui, dites-moi encore. D'autres questions? Est-ce que c'est vrai qu'il y a une amélioration transitoire pendant les grossesses? Si oui, pourquoi? Oui, oui, bien sûr. Oui. On dit que dans la polyarthrite rhumatoïde, on peut avoir une rémission exacte. On peut avoir une rémission durant la grossesse. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un facteur hormonal qui est mis en jeu. Quand la femme est en âge il incrimine le rôle des oestrogènes dans la physiopathologie de la polyarthrite rhumatoïde. C'est pour cela, quand la femme elle est enceinte, vous savez très bien que les hormones ne sont pas les mêmes quand elle est en période en dehors de la grossesse. C'est pour ça que durant la grossesse, il n'y a plus de crise, mais il n'y a plus de poussée, mais elle est en rémission. Mais une fois qu'elle accouche, il faut faire très attention parce que là, elle risque de faire des poussées très invalidantes. Donc, il faut l'accompagner durant toute la période de la grossesse. Il y a une dernière question. Est-ce que l'arthrose peut donner des lésions déformatives? Oui, bien sûr. Bien sûr, l'arthrose peut donner des lésions déformatives, c'est sûr, mais je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez retenu, je vous ai dit la différence qui existe entre la polyarthrite rhumatoïde, de l'arthrose ou du rhumatisme psoriasique, c'est que les interphalangiennes distales ne sont pas touchées, alors que dans l'arthrose, les IPD sont touchés. Et vous pouvez avoir des arthroses très invalidantes, très déformantes, qui vous fait déformer certaines articulations, surtout au niveau des EPD et au niveau des doigts. Qui fait penser à tort, ça peut être un diagnostic différentiel avec la polyarthrite rhumatoïde, mais vous savez, comme il y a l'inflammation, il y a d'autres signes, il y a des critères à prendre en considération qui nous fait orienter le diagnostic et de dire ces déformations sont dues à la polyarthrite rhumatoïde et que ces déformations sont dues à l'arthrose. D'accord, professeur. Il y a une dernière question. Est-ce que le traitement cher est très efficace ou bien pas beaucoup utile dans la maladie? Vous parlez des biologiques. Oui, De je la pense. biothérapie, oui, bien sûr. D'un côté, ils sont très chers, oui, ça nous fait vraiment un trou dans le budget, surtout de l'hôpital, mais c'est des traitements, c'est des alternatives très importantes au traitement de fond, bien sûr. Et ils sont réservés aux formes sévères et ça donne des résultats très pertinents, bien sûr, au prix d'une bonne surveillance pour éviter les complications. Parce dans chaque traitement, il y a des effets secondaires et il y a une efficacité. Leur efficacité sont prouvées, mais il faut bien les gérer. C'est pour ça qu'on dit il doit être initié et suivi par des spécialistes, pas par n'importe qui, pour essayer d'éviter ces complications. Mais ils sont très efficaces. Au moins, on peut arriver à une rémission à un laps de temps très court, chose qu'on ne peut pas avoir ou on l'a très rarement avec les traitements de fond, tout en sachant qu'il y a certains patients qui présentent une polyarthrite rhumatoïde qui sont toute leur vie sous traitement de fond et qu'on n'est pas obligé d'aller vers les biologiques. Merci, professeur. Il y a une dernière question. J'espère qu'on n'aura pas d'autres. L'arthrose ne provoque, madame, s'il vous plaît, l'arthrose ne provoque pas une inflammation mécanique. Qui fait une inflammation mécanique, je n'ai pas compris. Une J'ai pas compris. inflammation, l'inflammation, c'est le contraire de mécanique. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Elle peut être mécanique, la douleur, elle peut être mécanique, comme elle peut être inflammatoire. La douleur inflammatoire, wahda, ou la douleur mécanique, wahda. On ne peut pas avoir les deux ensemble. La question, elle est mal formulée. Je n'ai pas compris. Elle veut dire, L'arthrose, c'est pas un rhumatisme inflammatoire. L'arthrose, c'est un rhumatisme dégénératif.
C'est pas la même chose. L'inflammation, c'est autre chose. C'est pour ça que dans l'arthrose, le bilan biologique peut être normal, alors que dans la polyarthrite rhumatoïde, qui est un exemple de rhumatisme inflammatoire, la biologie est toujours perturbée. Il y a toujours un syndrome inflammatoire, alors que dans l'arthrose, il n'y a pas de syndrome inflammatoire. On peut avoir dans certains cas un syndrome, dans certaines situations, on peut avoir un syndrome inflammatoire quand il y a un épanchement, quand il y a une hydarthrose associée à l'arthrose. Mais l'arthrose, par définition, ce n'est pas un rhumatisme inflammatoire chronique. Donc, le bilan biologique est tout à fait normal, en dehors de quelques situations où on peut avoir une poussée hydarthrodiale. Vous avez compris? Oui, on a compris. Très bien. Merci beaucoup. C'est bon? Très bien, merci. Si vous avez d'autres questions, vous aurez toujours le temps de me les envoyer par mail. Je peux vous donner mon mail, vous poser vos questions. Et je pourrai vous répondre aussi par mail. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, professeur. Et concernant le support, est-ce qu'on peut avoir Oui, le bien sûr. support? Oui, bien sûr. Venez me voir, je vais vous le donner, fait un flash disque. Ce que j'ai fait pour l'ancienne équipe ou l'ancienne promo. Il n'y a pas de souci. Vous l'avez pas enregistré. Pardon. Vous l'avez pas enregistré? Oui, on a enregistré par vidéo, mais on n'a pas de... De support. Oui. Il n'y a pas de problème. Il est disponible. Vous pouvez venir le récupérer à n'importe quel moment. ان شاء الله بالك نجي غدوه. الا جيت Il n'y غدوه a, pas- باسكو انا ما عنديش بالك نجي il y اذا a pas de جيت souci. Il n'y a pas de problème. Venez le récupérer. Pas de Merci problème. beaucoup. OK. Allez, bonsoir. Slama. Au revoir. Au revoir.